17 juin 1462, près de Targovishte, Valachie. Le camp ottoman s'étendait à travers la vallée comme une ville endormie. 60 000 hommes, peut-être plus. Des soldats qui avaient conquis Constantinople elle-même. Des guerriers qui avaient brisé des royaumes du Danube à l'Euphrate. Leurs bannières pendaient mollement dans la nuit sans vent. Le croissant de lune du sultan à peine visible dans l'obscurité. Leur feu de camp s'était consumé en braise, projetant de faibles lueurs orangées, sur des milliers de tentes disposées en rangées militaires nettes. Le grand pavillon du sultan se dressait au centre, ses murs de soie brillant faiblement des lampes à l'intérieur, gardés par des centaines des meilleurs janissaires de l'Empire. L'air d'été était épais et lourd. Aucun vent n'agitait la toile, aucun son sauf le piétinement occasionnel d'un cheval, le murmure bas des sentinelles changeant la garde, l'appel lointain d'un oiseau nocturne dans les collines boisées. La vallée était en paix. Mehmed II y dormait. Le conquérant, l'homme qui avait accompli ce dont des générations de sultans n'avaient fait que rêver. 29 ans. Et déjà il avait redessiné la carte du monde, l'héritier d'Osman, le marteau de la chrétienté, le sultan qui avait rendu l'impossible possible. Il ne savait pas que dans les collines au-dessus, des yeux surveillaient son camp. Des yeux froids, des yeux patients, les yeux d'un homme qui avait appris dans les écoles les plus dures qu'on ne pouvait vaincre un empire en bataille ouverte, mais qu'on pouvait peut-être tuer un empire si on pouvait atteindre son cœur. Un homme qui avait passé les 3 dernières semaines à saigner cette invasion par 1000 coupures, empoisonnant les puits, brûlant les villages, tendant des embuscades aux éclaireurs. Un homme qui avait bâti sa réputation sur des actes que d'autres hommes n'oseraient pas. Dans 3 heures, la vallée allait ruisseler de sang. Les gardes du sultan allaient affronter une épreuve différente de toutes celles qu'ils avaient connues. Et un prince désespéré allait jouer son dernier coup de dé. Ceci est l'histoire de la nuit où un homme tenta d'assassiner le dirigeant le plus puissant du monde. Pour comprendre la folie de ce qui allait se passer, vous devez d'abord comprendre les 2 hommes dont les destins se sont heurtés dans l'obscurité de la Valachie. 2 princes, séparés par le pouvoir mais liés par l'histoire, qui se connaissaient depuis l'enfance et qui maintenant se faisaient face à travers un gouffre de guerre. Mehmed le Conquérant forgeait un empire depuis la mort de son père en 1451. Brillant, impitoyable, cultivé. Il parlait 6 langues, commandait des œuvres d'art et d'architecture rivalisant avec tout ce qu'on trouvait en Europe, étudiait la philosophie et les mathématiques, et commandait des armées avec un génie stratégique qui terrifiait ses ennemis. Quand il avait 21 ans, il avait fait l'impossible. Constantinople, la cité imprenable, le joyau de la chrétienté depuis 1000 ans, la ville qui avait résisté à siège après siège pendant des siècles, était tombée sous ses canons et sa volonté en 1453. Les ondes de choc de ce triomphe résonnaient encore à travers l'Europe 9 ans plus tard. L'empire byzantin avait disparu, effacé de la carte. La marée ottomane semblait irrésistible, inévitable. Les armées de Mehmed avaient poussé en Serbie, déchiré la Grèce, pénétré les Balkans. Ses flottes contrôlaient la mer Noire et défiaient Venise en Méditerranée. Ses ambitions s'étendaient au nord vers la Hongrie, à l'ouest vers l'Italie, à l'est vers la Perse. Il rêvait d'un nouvel empire romain avec Constantinople, désormais Istanbul, comme son cœur, et lui-même comme son César. En 1462, le regard de Mehmed s'était tourné vers le nord, vers les royaumes chrétiens fracturés d'Europe de l'Est. Au-delà du Danube se trouvait la Hongrie, riche mais divisée. Au-delà de la Hongrie se trouvait le Saint-Empire romain, distrait et faible. Mais entre le cœur ottoman et ses prix se trouvait une série d'États tampons, des principautés vulnérables prises entre le pouvoir ottoman et les ambitions hongroises. La Moldavie, la Transylvanie et la Valachie. La Valachie comptait. Elle contrôlait des routes clés à travers le Danube. Ses plaines nourrissaient des armées. Ses forteresses gardaient les approches de la Hongrie. Pendant des décennies, elle avait été un État vassal, payant tribut au sultan, reconnaissant la suzeraineté ottomane, fournissant des troupes quand nécessaire, un tampon utile, un problème gérable, jusqu'à ce que Vlad III prenne le pouvoir. Vlad avait appris la cruauté en captivité ottomane. Né en 1431,
fils de Vlad de Gueux, Dracule, Vlad le Dragon, il avait passé une grande partie de sa jeunesse comme otage à la cour ottomane. Son père, désespéré de sécuriser son trône et de maintenir la paix avec les Ottomans, avait envoyé ses fils Vlad et Radu au sultan Murad II comme assurance de sa loyauté. Pratique standard, garder les héritiers en otage et le père reste obéissant. Le jeune Vlad et son frère avaient vécu à la cour ottomane pendant des années, de 1442 à 1448. Ils apprirent le turc, ils étudièrent le Coran, ils observèrent comment les Ottomans exercèrent le pouvoir, comment ils brisaient les rébellions, comment ils utilisaient la terreur comme outil de gouvernement. Radu s'adapta, devint à l'aise, même ami avec les princes ottomans. Mehmed, lui-même encore enfant alors, les connaissait tous les deux. Mais Vlad ne s'adapta jamais. Il observait, il apprenait, il haïssait. Quand les fonctionnaires ottomans le punissaient pour sa défiance, il le notait. Quand il vit l'empalement utilisé comme méthode d'exécution pour les rebelles, il s'en souvint. Quand il retourna finalement en Valachie en 1448, à 17 ans et plus dur que le fer, il apporta ses leçons avec lui. Le chemin vers le pouvoir fut brutal. Le trône de Valachie n'était jamais sûr. Les factions de boyards se battaient pour le contrôle. Les puissances voisines soutenaient des prétendants rivaux. Vlad fut renversé, exilé, se battit pour revenir. En 1456, il sécurisa finalement le trône de manière permanente, et il s'assura que personne ne le contesterait à nouveau. Il exécuta des boyards par dizaines, empalant ceux qui s'opposaient à lui, confisquant leurs terres, les remplaçant par des hommes loyaux uniquement envers lui. Il imposa l'ordre par la terreur. Le crime disparut parce que les criminels mouraient sur des pieux. La corruption prit fin parce que les fonctionnaires corrompus étaient empalés. Les marchands étrangers qui trichaient étaient empalés. Les émissaires ottomans qui venaient exiger le tribut étaient empalés. Vlad comprenait le pouvoir. La Valachie était petite, peut-être 500 000 personnes, pauvres, entourées d'ennemis. Les Ottomans au sud, les Hongrois à l'ouest. Des prétendants rivaux partout. Il ne pouvait pas gagner par la popularité, la richesse ou les alliances. Alors, il gagna par la peur. Il se rendit si terrifiant que les hommes lui obéissaient par pur instinct de survie. Et il rendit la Valachie si coûteuse à envahir que même les Ottomans hésitaient. Le tribut fut le point de rupture. Chaque année, la Valachie devait au sultan 10 000 ducats d'or et 500 garçons pour le corps des janissaires. L'argent, la Valachie pouvait à peine se le permettre. Les enfants arrachés à leur famille pour devenir des soldats esclaves, une soumission qui s'alourdissait chaque année, qui finirait par avaler complètement la principauté, jusqu'à ce que la Valachie ne devienne qu'une autre province ottomane. En 1459, Vlad cessa de payer. Il expulsa les marchands ottomans. Il fortifia les passages du Danube. Il se prépara à la guerre. Pendant 2 ans, Mehmed fut patient. Il avait d'autres campagnes à gérer, d'autres frontières à sécuriser. Mais en 1461, Vlad alla plus loin. Il lança des raids dévastateurs à travers le Danube en territoire ottoman. Pas de petits raids, des invasions. Ses forces déferlèrent à travers la rivière en hiver quand les Ottomans s'y attendaient mal le moins et brûlèrent leur chemin à travers les territoires bulgares. Ils tuèrent des fonctionnaires turcs. Ils massacrèrent des soldats ottomans. Ils pillèrent villes et forteresses. Et ils empalèrent les prisonniers. Des milliers d'entre eux. Soldats turcs, collaborateurs bulgares, marchands grecs, quiconque lié au pouvoir ottoman. Les forces de Vlad érigèrent des forêts de pieux, laissant les corps pourrir en guise d'avertissement. Les raids furent sauvages, impitoyables, conçus pour provoquer, conçus pour forcer la main de Mehmed. Et ils fonctionnèrent. Début 1462, la patience prit fin. L'insulte ne pouvait rester impunie. Un vassal était devenu un rebelle. La rébellion devait être écrasée. Mehmed commença à rassembler une armée comme la Valachie n'en avait jamais vu. Pas un raid punitif, une conquête. Il marcherait vers le nord, déposerait Vlad, installerait Radu, le frère qui était resté loyal aux Ottomans, le frère qui régnerait comme un vassal approprié, et incorporerait la Valachie pleinement dans l'Empire, définitivement, complètement. L'armée qui se rassembla à Edirne au printemps 1462
était un cauchemar fait chair. 60 000 hommes. Certaines sources prétendent même plus. Janissaires, les soldats esclaves d'élite du sultan, garçons pris aux familles chrétiennes, convertis à l'islam, entraînés dès l'enfance à la guerre et au fanatisme, la meilleure infanterie du monde. Cavalerie sipahi, cavaliers en armure d'Anatolie, habiles avec l'arc et l'épée, qui pouvaient briser des armées d'une seule charge. Azaps, infanterie irrégulière par milliers, troupes légères pour l'escarmouche et le pillage. Aquinceux, raiders, cavaliers sauvages de la frontière, célèbres pour leur brutalité. Artillerie et ingénieurs pour briser les fortifications. Trains de ravitaillement s'étendant sur des kilomètres, transportant nourriture, munitions, équipements de siège. Contre cela, Vlad pouvait rassembler peut-être 30 000 hommes tout au plus, levés de paysans, fermiers armés de lances et sommés de combattre. Cavalerie de boyards, quelques centaines de cavaliers en armure. Mercenaires embauchés avec l'or que la Valachie n'avait pas. En bataille ouverte, en plein jour, sur terrain plat, l'armée de Vlad serait anéantie en un après-midi. Alors Vlad n'offrirait pas de bataille ouverte. Il avait un plan différent, un plan terrible, un plan qui transformerait la Valachie elle-même en arme. Quand l'armée de Mehmed traversa le Danube, fin mai 1462, elle ne trouva rien. La traversée elle-même ne rencontra pas d'opposition. Les ingénieurs ottomans construisirent des ponts de pontons. L'armée s'écoula comme une marée, s'attendant à une résistance sur la rive nord. Les forces valaques auraient dû être là, défendant la rivière. Mais il n'y avait rien. Fortifications vides, tours de guet abandonnés, silence. Au début, cela semblait être de la lâcheté, comme si Vlad fuyait, comme si l'invasion serait facile. Mais alors que les colonnes ottomanes s'enfonçaient plus profondément en Valachie, marchant vers le nord vers la capitale, elles commencèrent à comprendre la vraie horreur de ce qui se passait. Vlad avait abandonné la frontière, retiré ses forces, laissé les Ottomans entrer sans combat. Mais il leur avait laissé un cadeau. Il avait transformé son propre pays en cimetière. Chaque village que les Ottomans atteignaient avait été brûlé, pas à la hâte, systématiquement. Murs démolis, toits effondrés, chaque bâtiment réduit en poutres calcinées et cendres, chaque puits empoisonné avec des animaux morts ou remplis de pierres, chaque champ brûlé, récoltes incendiées ou piétinées, rien pour le fourrage, chaque grenier vidé ou incendié. La population avait disparu, fui dans les forêts et les montagnes, enrôlée dans l'armée de Vlad ou morte. Les Ottomans marchaient à travers une terre de fantômes. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'abri, pas de guide. Seulement des cendres, et le silence et l'odeur de vieille fumée. C'était juin. La chaleur d'été battait les colonnes. Les hommes commencèrent à tomber malades de l'eau empoisonnée. Les chevaux boitaient sur les routes rugueuses et mal entretenues. L'armée avait des provisions apportées de territoires ottomans, mais elle s'attendait à fourrager en chemin, à réquisitionner de la nourriture dans les villages, à vivre partiellement de la terre. Il n'y avait pas de village. Il n'y avait pas de terre, seulement des ruines. Les premiers corps apparurent le 3e jour. Éclaireurs ottomans envoyés en avant pour trouver route et source d'eau. Ils furent trouvés pendus aux arbres, gorges tranchées, dépouillés de leur équipement. Puis les sentinelles commencèrent à disparaître de la garde de nuit. Des hommes étaient postés par paires, et au matin un seul restait, pâle et tremblant, incapable d'expliquer ce qui était arrivé à son compagnon. Puis un convoi de ravitaillement fut embusqué. 50 chariots brûlés, les conducteurs tués, les attaquants disparus avant l'arrivée des renforts. Et puis les vraies attaques commencèrent. Les forces de Vlad frappaient des forêts comme des loups. Petits groupes, 50 hommes, 100, frappant les colonnes ottomanes à leurs points les plus vulnérables. Ils apparaissaient de nulle part, des lisières d'arbres ou de derrière des collines, tuaient rapidement et brutalement, et disparaissaient avant que les Ottomans ne puissent organiser une réponse. Ils ciblaient éclaireurs et fourrageurs, convois de ravitaillement et arrière-garde. Ils ne restaient jamais pour combattre. Ils frappaient et fuyaient. Frappaient et fuyaient, saignant l'invasion par 1000 coupures. Nuit après nuit, la terreur grandissait. Des hommes de garde disparaissaient. Des sentinelles étaient trouvées la gorge tranchée au matin, mortes à leur poste.
Des tentes prenaient feu et brûlaient, pendant que les hommes se précipitaient dehors, pour trouver des archers attendant dans l'obscurité. Les soldats ottomans commencèrent à craindre le coucher du soleil. Les marches de jour étaient assez dures, chaleur et faim et eau empoisonnée. Mais au moins en plein jour on pouvait voir la mort venir. La nuit, on ne pouvait qu'attendre. Mehmed poussa en avant. Il n'avait pas le choix. Battre en retraite signifierait admettre la défaite, montrer de la faiblesse. Toute sa réputation était bâtie sur la conquête, sur l'inévitabilité de la victoire ottomane. Les murs de Constantinople ne l'avaient pas arrêté. Une campagne brûlée et des embuscades ne l'arrêteraient pas maintenant. Il ne pouvait laisser une principauté mineure, un État vassal, le défier. Alors l'armée marcha vers le nord, plus profondément en Valachie, vers la capitale à Targovishte. Les pertes s'accumulaient, pas catastrophiques, pas encore. 100 d'hommes ici, 50 là. Un convoi de ravitaillement perdu, un détachement embusqué. Individuellement, c'étaient des piqûres d'épingle. Mais elles s'additionnaient et rongèrent le moral. Les soldats commencèrent à chuchoter. Ce n'était pas la guerre telle qu'ils la connaissaient. Où était l'ennemi? Où était la bataille? Où était la gloire? Et puis, le 10e jour de la marche, sur une colline le long de la route vers le nord, ils trouvèrent ce que Vlad voulait qu'ils voient, la forêt des Empalés. Elle s'étendait des deux côtés de la route sur près d'1 kilomètre. 20 000 corps, peut-être plus. Les récits diffèrent sur le nombre exact, mais tous s'accordent sur ce qu'ils virent. Une forêt de pieux de bois, chacun de 2 à 3 mètres de haut, chacun surmonté d'un cadavre en décomposition. Prisonniers ottomans capturés lors des raids de Vlad l'année précédente, systématiquement empalés et laissés à mourir. Turcs, Bulgares, Grecs, Arabes. Des hommes qui avaient servi le sultan, maintenant exposés en guise d'avertissement. Certains étaient morts depuis des semaines, réduits à des squelettes et des haillons. Certains étaient frais, vieux de quelques jours, encore reconnaissables. L'odeur était accablante, étouffante. Les mouches grouillaient en nuages noirs. Les corbeaux et les vautours se perchaient sur les pieux, festoyant. Les colonnes ottomanes ralentirent en passant. Les hommes détournèrent leur visage. Certains vomirent, d'autres prièrent. La discipline de la marche se brisa alors que les soldats regardaient avec horreur ce que leur ennemi avait fait. Au centre de la forêt, sur le terrain le plus élevé, un pieu s'élevait au-dessus des autres, plus grand, plus épais. Et dessus, vêtu des restes de vêtements ottomans raffinés, se trouvait un officier de haut rang. Certains récits disent un pacha, d'autres un bey, qui avait été capturé des mois plus tôt, empalé et couronné d'une moquerie de turban, laissé à pourrir en place d'honneur. Mehmed arrêta son cheval et fixa. Même lui, qui avait vu les horreurs de la guerre de siège, qui avait ordonné exécutions et massacres, qui avait construit des pyramides de crânes après des victoires, même lui fut ébranlé. Son visage resta impassible, mais ceux proches de lui l'entendirent murmurer quelque chose. Certains récits prétendent qu'il ne dit rien. D'autres disent qu'il murmura qu'un homme qui pouvait faire cela était trop dangereux pour être laissé en vie. D'autres encore prétendent qu'il dit que si Vlad s'était rendu, Mehmed en aurait fait un général. Mais le message était clair. C'est ce qui vous attend en Valachie. C'est le genre d'homme que vous combattez. C'est ce qui arrive à ceux qui servent le sultan ici. Faites demi-tour. Mehmed ne fit pas demi-tour. Mais il n'oublia jamais non plus. L'armée continua. La forêt des morts disparut derrière eux, mais le souvenir resta. Cette nuit-là, plus d'hommes disparurent de la garde. Les attaques continuèrent. Les colonnes ottomanes atteignirent Targovishte mi-juin, la capitale de la Valachie, siège du pouvoir de Vlad. Ils s'attendaient à un siège, une bataille finale. Au lieu de cela, ils trouvèrent une ville vide. Vlad l'avait abandonnée. La population était partie. Les fortifications étaient intactes mais non défendues. Les Ottomans entrèrent dans la capitale sans résistance. Cela semblait être un piège. Cela semblait être une autre plaisanterie cruelle. Mais les éclaireurs confirmèrent. Aucune embuscade n'attendait. La ville était simplement vide. Vlad s'était retiré à nouveau, avait retiré ses forces, refusé d'être immobilisé. Mehmed établit son camp dans la vallée sous les murs de la ville. 60 000 hommes, diminués maintenant par la maladie et les embuscades, mais encore écrasants, s'étalant à travers les champs.
Des périmètres défensifs furent établis, des dépôts de ravitaillement installés, des gardes postés. Le grand pavillon du sultan fut érigé au centre du camp, entouré d'anneaux de janissaires. Ils avaient marché pendant 3 semaines à travers l'enfer. Maintenant, ils se reposaient. Demain, ils traqueraient Vlad et mettraient fin à cela. Les éclaireurs le trouveraient. La cavalerie le traquerait. Ce serait terminé. Ils pensaient être en sécurité. Une armée massive bien positionnée, avec des sentinelles et des gardes et les meilleurs soldats du monde entourant le sultan. Ils n'avaient aucune idée de ce qui venait. 17 juin. Crépuscule. Quelque part dans les collines, au-dessus de Targovisht, dans une clairière forestière cachée des éclaireurs ottomans, Vlad Dracula rassembla ses commandants. Il avait peut-être 10 000 hommes avec lui, peut-être moins. Les sources divergent sur les chiffres exacts, mais tous s'accordent que c'était une fraction de la force de Mehmed. En infériorité numérique, 6 contre 1, peut-être pire, épuisé par des semaines de raids et de marches, à court de provisions. En plein jour, sur un champ ouvert, son armée serait massacrée. Les Ottomans les submergeraient simplement comme une vague. Mais Vlad ne planifiait pas une bataille. Il planifiait un assassinat. Les capitaines boyards se tenaient autour de lui dans la lumière déclinante. Des hommes durs, des survivants, les restes de la classe guerrière de Valachie. Ils savaient que c'était la fin. Mehmed avait amené trop de soldats. La stratégie de la terre brûlée avait ralenti l'invasion, mais ne l'avait pas arrêtée. Les raids nocturnes avaient blessé les Ottomans, mais ne les avaient pas brisés. Targovisht était perdu. Le pays était dévasté. Tôt ou tard, Vlad serait coincé et tué, ou forcé de fuir en exil. À moins que Vlad exposa le plan. Il avait des éclaireurs qui s'étaient infiltrés près du camp ottoman. Des hommes courageux, imprudents, qui avaient rampé dans l'obscurité et observé l'ennemi pendant des heures. Ils avaient cartographié le camp. Ils savaient où se trouvait le pavillon de Mehmed. Ils connaissaient la disposition, les positions des janissaires, les routines des gardes, les failles du périmètre. Et ils savaient que toute armée, peu importe sa discipline, devenait complaisante après des jours de marche et d'inactivité. Les hommes se fatiguaient, les gardes devenaient routinières. La tension faiblissait. Ce soir, Vlad prendrait sa cavalerie, 10 000 cavaliers, légers et rapides et mobiles, et attaquerait le camp dans l'obscurité. Pas pour combattre l'armée ottomane. C'était impossible. Il ne pouvait pas gagner une bataille rangée. Mais il pouvait créer le chaos. Il pouvait tuer des milliers dans la confusion. Et si la fortune souriait, si Dieu le voulait, s'il pouvait juste s'approcher assez, il pouvait atteindre la tente de Mehmed et tuer le sultan. Couper la tête et le corps s'effondrerait. Tuer Mehmed et l'Empire ottoman se déchirerait dans une crise de succession. Ses fils étaient jeunes, à peine sortis de l'enfance. Ses généraux se battraient entre eux pour le trône. L'invasion s'effondrerait. Les Ottomans battraient en retraite, sans chef et brisés. La Valachie serait sauvée. C'était un pari désespéré, insensé, suicidaire. Les chances d'atteindre Mehmed étaient infimes. Les chances de survivre étaient encore plus petites. Mais Vlad avait déjà accepté qu'il n'allait pas gagner cette guerre par des moyens conventionnels. La Valachie était trop faible. Les Ottomans étaient trop forts. Mieux valait mourir en essayant de tuer un sultan que de se rendre et être exécuté comme un rebelle. Il expliqua le plan en détail. Plusieurs forces d'attaque frapperaient de différentes directions simultanément. Chaos maximum. Faire croire aux Ottomans que l'attaque venait de partout à la fois. Rendre impossible l'organisation d'une défense cohérente. Et pendant que la confusion régnerait, Vlad lui-même mènerait un noyau de cavalerie d'élite droit vers le pavillon, droit vers Mehmed. Certains boyards pensaient qu'il était fou. C'était du suicide. Ils mourraient tous pour rien. D'autres ne voyaient pas d'alternative. La Valachie était perdue de toute façon. Les Ottomans les traqueraient éventuellement. Au moins de cette façon, ils marqueraient l'histoire. Au moins de cette façon, ils feraient saigner le conquérant. Un commandant, un vieux boyard qui avait servi le père de Vlad, posa la question que tout le monde pensait. « Monseigneur, même si nous réussissons à tuer Mehmed, comment échappons-nous? Nous serons piégés au milieu de leur armée. » Vlad le regarda.
Ses yeux étaient froids, vides d'illusions. « Nous n'échappons pas, dit-il. Nous mourrons, mais nous emmenons le sultan avec nous. Et la Valachie vit. » Silence. Puis lentement, les commandants hochèrent la tête. Ils comprenaient. Ce n'était pas un raid, c'était un sacrifice. Ils chevaucheraient dans le camp ottoman en sachant qu'ils n'en ressortiraient pas. Mais s'ils pouvaient tuer Mehmed, s'ils pouvaient accomplir cette seule chose impossible, leur mort aurait du sens. Leur nom résonnerait à travers l'histoire. Alors que la nuit tombait, la cavalerie de Vlad se mit en selle. 10 000 cavaliers, peut-être moins, légèrement blindés, cottes de mailles au mieux, cuir pour beaucoup, armés d'épées, lances, arcs, haches. Ils vérifièrent leurs armes en silence, serrèrent les sangles de sel, dirent des prières. Certains portèrent des icônes, les embrassèrent, les rangèrent. D'autres fixaient simplement l'obscurité grandissante, visage grave, résigné, déterminés. Ils connaissaient le terrain. Ils avaient vécu ici toute leur vie. Ils connaissaient chaque vallée et chaque sentier forestier. Ils connaissaient l'obscurité comme des frères. Et ils savaient que dans 3 heures, ils seraient soit des héros, soit des cadavres. Vlad donna l'ordre. Pas de grands discours, pas de promesses de gloire, juste 3 mots. Pour la Valachie, chevauchés. Ils descendirent des collines en silence. 10 000 fantômes s'écoulant à travers l'obscurité vers le géant endormi en contrebas. Minuit. Le camp ottoman. La plupart des 60 000 soldats dormaient, épuisés de la marche, de la chaleur, de semaines de tension constante. Des gardes marchaient le long du périmètre par paires, surveillant les forêts et le terrain ouvert au sud. Ils étaient alertes. Les embuscades des semaines passées leur avaient enseigné la prudence. Mais ils surveillaient les attaques venant des forêts, pas des collines au nord, pas de la direction de la ville. L'ennemi était censé être dispersé, caché, effrayé. Le grand pavillon de Mehmed brillait faiblement au cœur du camp, entouré d'anneaux concentriques de janissaires. 500 soldats d'élite, peut-être plus, campaient en cercle protecteur autour du sultan. Les meilleurs guerriers de l'Empire, hommes qui n'avaient jamais connu la défaite, hommes qui mourraient avant de laisser du mal venir à leur seigneur. À l'intérieur du pavillon, Mehmed était éveillé. Il était assis à une table basse couverte de cartes, étudiant le terrain de la Valachie, planifiant la prochaine phase de la campagne. Demain, ils enverraient des forces de cavalerie dans la campagne pour traquer Vlad. Cette cachette ne pouvait continuer. La rébellion serait écrasée, et Radu serait installé comme prince. Encore 1 semaine, peut-être 2, et ce serait terminé. Puis vers le sud, de retour à travers le Danube, et vers la prochaine campagne. Venise peut-être, ou la Hongrie. Il ne savait pas que la mort chevauchait vers lui à travers l'obscurité, que 10 000 cavaliers étaient à quelques minutes, que dans les collines au-dessus du camp, Vlad Dracula avait divisé sa force et donné les ordres finaux. Vlad divisa sa cavalerie en 3 groupes d'attaque principaux. 2 forces, chacune d'environ 3 000 hommes, attaqueraient des bords est et ouest du camp simultanément. Leur travail était de créer le chaos, trancher à travers les lignes de tente, mettre le feu, tuer quiconque ils rencontraient, faire du bruit, faire croire aux Ottomans que l'attaque était partout à la fois, détourner les forces du centre, et Vlad lui-même prendrait les 4 000 cavaliers restants, ses meilleurs hommes, sa garde personnelle, les guerriers les plus loyaux et habiles de Valachie, et foncerait droit vers le cœur, droit vers le pavillon, droit vers Mehmed. Le timing devait être parfait. Si les attaques de diversion venaient trop tôt, les Ottomans auraient le temps de s'organiser. Trop tard, et la poussée centrale de Vlad frapperait des défenses préparées. Cela devait être simultané. Cela devait être écrasant. Cela devait être maintenant. À un signal préarrangé, peut-être un coup de cor des collines, peut-être simplement le mouvement des ombres, l'attaque commença. La cavalerie valaque surgit dans le camp ottoman de 3 directions à la fois. La première chose que les Ottomans surent de l'attaque fut le tonnerre des sabots et les cris. 10 000 cavaliers sortant de l'obscurité comme un cauchemar fait chair. Cris de guerre dans une langue que la plupart des Ottomans ne parlaient pas. Le choc des armes.
Le crépitement des torches jetées sur les tentes de toile. La force d'attaque de l'Est frappa d'abord. 3000 cavaliers s'écrasant sur le flanc du camp ottoman comme un marteau. Ils arrivèrent vite, s'enfonçant profondément dans les lignes de tentes, avant que les gardes ne réalisent ce qui se passait. Les sentinelles furent piétinées ou abattues avant de pouvoir sonner l'alarme. Les tentes s'effondrèrent alors que les chevaux les traversaient. Les soldats sortirent à moitié habillés, sans armes, désorientés, et furent abattus là où ils se tenaient. Le feu se propagea. Les Valaques portèrent des torches, les jetant sur les tentes en chevauchant. La toile brûla rapidement. En quelques minutes, des sections entières du camp étaient en flammes. Les flammes éclairèrent l'obscurité, projetant des ombres sauvages et dansantes. Les hommes couraient dans toutes les directions, certains essayant de former des lignes défensives, d'autres simplement fuyant le feu, d'autres attaquant quiconque ils voyaient dans la confusion. La force d'attaque de l'Ouest frappa quelques secondes plus tard. Plus de sabots, plus de cris, plus de chaos. Les commandants ottomans sortirent de leurs tentes, essayant de comprendre ce qui se passait, essayant d'organiser une réponse. Mais dans l'obscurité et la confusion, les ordres se perdaient. Des tambours battaient frénétiquement. Des cors sonnaient dans toutes les directions, signalant des ordres contradictoires. Certaines unités formaient des carrés défensifs, d'autres se dispersaient, d'autres encore s'attaquaient entre elles dans l'obscurité, incapables de distinguer amis d'ennemis dans le chaos. Le bruit était assourdissant. Cris d'hommes blessés, cris de guerre, choc du métal sur le métal, tonnerre des sabots, rugissement des flammes, cris d'officiers essayant de rallier leurs troupes. Et sous tout cela, une vague montante de panique alors que des milliers de soldats ottomans se réveillaient pour trouver leur camp attaqué par un ennemi qu'ils ne pouvaient voir, ne pouvaient compter, ne pouvaient comprendre. Et puis Vlad frappa le centre. 4000 cavaliers, la crème des forces de Valachie, fonçant droit à travers le cœur du camp vers le pavillon lumineux. Vlad lui-même à l'avant, facilement reconnaissable à la lueur du feu, menant la charge personnellement. Ses capitaines boyards autour de lui, ses meilleurs guerriers, hommes qui avaient combattu pour lui pendant des années, hommes qui mouraient pour lui ce soir. Les lignes ottomanes extérieures s'effondrèrent. Les azapes et troupes irrégulières prises par surprise se brisèrent simplement et s'enfuirent. Les Valaques chevauchèrent sur eux, à travers eux, laissant des corps brisés et le chaos dans leur sillage. Ils s'enfoncèrent plus profondément, s'écrasant à travers les dépôts de ravitaillement, piétinant au-delà de feux de camps abandonnés, fracassant les trains de chariots. La cavalerie sipahi essaya de se rallier. Cavaliers ottomans, blindés et habiles, se précipitèrent pour monter et former des rangs. Mais monter un cheval dans l'obscurité pendant que le camp brûle autour de vous, pendant que la panique se propage comme un feu de forêt, pendant que vous ne pouvez pas dire d'où vient l'ennemi, cela prend du temps. Du temps que les Valaques ne leur donnaient pas. La cavalerie de Vlad frappa les formations sipahi avant qu'elles ne puissent s'organiser correctement. Lance contre lance, épée contre épée, chevaux hurlants, hommes tombant. Les sipahi étaient des troupes d'élite, mais ils combattaient désavantagés, surpris, non préparés, désorganisés. Les Valaques avaient de l'élan, la surprise, le désespoir. Le combat fut brutal. Pas de finesse, pas de tactique au-delà de la vitesse et de la violence. Les hommes se hachaient dans la lueur du feu. Les chevaux se heurtaient et tombaient. Les cavaliers étaient arrachés de leurs selles et piétinés. Le sang transforma le sol en boue. Vlad combattait comme un possédé. Les récits de survivants le décrivent abattant tous sur son chemin. Son épée rouge jusqu'à la garde, fonçant en avant avec une concentration singulière. Il pouvait voir le pavillon. Si proche, peut-être 300 mètres, puis 200, puis 100. Et puis il frappa les janissaires. 500 fantassins d'élite, les meilleurs soldats du monde, se tenaient entre Vlad et le sultan. Ils n'avaient pas été pris endormis. Le bruit les avait réveillés. Ils avaient déformé des rangs autour du pavillon. Murs de boucliers serrés, lances hérissées vers l'extérieur, archés derrière eux, disciplinés, prêts, non émus par le chaos autour d'eux. La cavalerie de Vlad s'écrasa sur eux comme une vague frappant une falaise. Les chevaux s'empalèrent sur les lances des janissaires. Les lanciers valaques furent arrachés de leurs selles.
Le mur de bouclier tint, à peine, se pliant mais ne se brisant pas. Les épées des janissaires jaillissaient, coupant les tendons des chevaux, abattant les cavaliers. Les archers tiraient à bout portant, perçant côtes de mailles et chair. Mais les hommes de Vlad continuaient à venir, continuaient à presser. De plus en plus de cavaliers s'empilant dans le combat, essayant de percer par le poids du nombre seul. Les janissaires cédèrent du terrain pas à pas Grudging, mais ils ne se brisèrent pas, ne paniquèrent pas, ne coururent pas. Le combat autour du pavillon fut vicieux. Corps à corps, désespérés. Pas de place pour les tactiques montées, juste la brutalité. Les épées valaques heurtaient les boucliers des janissaires. Les hommes luttaient et tombaient. Les chevaux se cabraient et ruaient. Les blessés hurlaient et étaient piétinés. Vlad était au cœur de tout, si proche du pavillon qu'il pouvait voir clairement les murs de soie, pouvait voir les gardes à l'intérieur, des ombres se déplaçant dans la lumière des lampes. Mehmed était là, juste là, peut-être 15 mètres. S'il pouvait juste percer, s'il pouvait juste atteindre la tente, un coup d'épée, un moment, mettre fin à la guerre, sauver la Valachie. Il pressa en avant. Ses boyards pressèrent avec lui. Ils abattirent des janissaires, poussèrent à travers le mur de boucliers, atteignirent le bord extérieur du pavillon lui-même. L'épée de Vlad trancha le mur de soie, le déchirant. Et puis le piège se referma. La cavalerie ottomane, finalement organisée, finalement montée, s'écrasa sur les flancs valaques. Des milliers de sipaïs venant des deux côtés, encerclant la force de Vlad. Les attaques de diversion au bord du camp avaient été contenues. Les commandants ottomans, se remettant du choc initial, rallièrent leurs troupes et convergèrent vers le centre. Et quelqu'un, un officier janissaire à la pensée rapide, pensant clairement même dans le chaos, ordonna aux tentes autour du pavillon d'être effondrées et incendiées, créant des barrières de flammes et de toiles, créant des obstacles que les chevaux ne pouvaient franchir. Soudain, la route vers Mehmed fut bloquée par le feu. Vlad le vit les flammes s'élever, vit des milliers de soldats ottomans converger sur sa position de tous côtés, vit les janissaires reformer leurs lignes, fermant les brèches que ses hommes avaient déchirées, vit des archers se masser sur un terrain élevé, préparant des volées. Il avait échoué. Le pavillon était inatteignable. Mehmed était toujours vivant. Et le piège se refermait. Tout autour de lui, ses hommes mouraient, encerclés, en infériorité numérique. La surprise était partie. Les Ottomans s'étaient ressaisis. Le poids du nombre commençait à compter. S'ils restaient, ils mourraient tous ici. Mouraient pour rien. Vlad prit la seule décision qu'il pouvait. La décision la plus dure. Il ordonna la retraite. Repliez-vous. Le cri s'éleva en roumain. Percer vers les collines. Sortir fut presque aussi difficile qu'entrer. La force centrale de Vlad se retourna et essaya de se frayer un chemin à travers le camp, mais la voie par laquelle ils étaient venus était maintenant bloquée par la cavalerie ottomane. Les forces d'attaque de l'Est et de l'Ouest, entendant le signal de retraite, essayèrent également de se désengager et de se retirer, mais elles étaient dispersées, fragmentées profondément à l'intérieur du camp ennemi avec des forces ottomanes de tous côtés. La cavalerie valaque chevaucha dur, essayant d'atteindre les bords du camp, essayant d'échapper vers le terrain ouvert, puis vers les collines. Certains y parvinrent. Beaucoup, non. La cavalerie ottomane, maintenant pleinement organisée, donna la chasse. Cavaliers sipahis, frais et en colère, poursuivant les raideurs qui avaient osé attaquer le sultan lui-même. Ils rattrapèrent les traînards, les abattirent par derrière, les traquèrent. Les archers ottomans positionnés sur de légères élévations à travers le camp tirèrent des volées dans les valaques en retraite. Les flèches tombèrent comme la pluie. Les hommes tombèrent de leurs selles, hampes dans le dos. Les chevaux hurlèrent et tombèrent, jetant leurs cavaliers pour être piétinés ou capturés. La garde personnelle de Vlad mena un combat en retraite à travers le camp, protégeant leur prince pendant qu'il se retirait. Des boyards tombèrent, couvrant la retraite. Des capitaines loyaux moururent, achetant des secondes pour que d'autres s'échappent. L'arrière-garde fut décimée. Certains cavaliers valaques furent désorientés dans le chaos et chevauchèrent dans la mauvaise direction, plus profondément dans le camp au lieu d'en sortir. Ils furent encerclés et tués ou capturés.
La force d'attaque de l'Est s'en sortit relativement intacte. Ils étaient au bord du camp et avaient une distance plus courte pour s'échapper. La force de l'Ouest eut moins de chance. Prise entre les Sipahis poursuivants et les janissaires se ralliant, elle se fragmenta. Certains groupes percèrent. D'autres furent poursuivis ou forcés de se rendre. Vlad lui-même s'échappa de justesse. Son cheval fut tué sous lui par une flèche. Il saisit une autre monture et continua à chevaucher, entouré des restes de sa garde. La cavalerie ottomane le poursuivit jusqu'au bord du camp, jusqu'à la base des collines. Là, dans les forêts où les Valaques connaissaient chaque sentier et où les Ottomans n'osaient pas suivre dans l'obscurité, Vlad se libéra finalement. Quand le soleil se leva le 18 juin, c'était terminé. Le camp ottoman était un désastre. Les feux brûlaient encore, envoyant des colonnes de fumée noire dans le ciel de l'aube. Des corps gisaient partout, Ottomans et Valaques entremêlés dans la mort, impossibles à séparer par endroits. Des sections entières du camp avaient été détruites. Les chariots de ravitaillement étaient des ruines fumantes. Les lignes de chevaux avaient été brisées. Les tentes étaient déchirées ou brûlées. Armes et équipements gisaient éparpillés sur le sol. Les morts se comptaient par milliers. Les pertes ottomanes furent stupéfiantes. Certains récits prétendent 4000 tués. D'autres disent 7000. La vérité est probablement entre les deux. Disons 5000 morts. Un autre millier blessé si gravement qu'il ne combattrait qu'au plus jamais. Janissaires, Sipahis, Azap, ingénieurs, serviteurs, suiveurs de camp. L'attaque avait été indiscriminée. Quiconque au mauvais endroit était mort. Les pertes valaques furent lourdes aussi. Peut-être 2000 hommes tués dans les combats ou abattus pendant la retraite. Un autre millier capturé pour être exécuté plus tard. Des 10 000 qui avaient chevauché dans l'obscurité, peut-être 7000 revinrent aux collines. L'armée de Vlad, déjà petite, avait perdu presque un tiers de sa force. Mais Mehmed était vivant. Le sultan émergea de son pavillon alors que l'aube se levait, inspectant le carnage. Son visage était un masque. Ses yeux balayèrent le camp en ruine. Ses soldats se tenaient en silence, attendant le jugement, attendant la rage. Mehmed ne dit rien d'abord. Il marcha parmi les corps, étudia les dégâts, vit où les Valaques avaient presque atteint sa tente, vit à quel point il était passé près de la mort. Finalement il parla, doucement, calmement. Trouvez Vlad Dracula, amenez-le-moi vivant, ou en morceaux. Les janissaires se tenaient silencieux autour du pavillon. Ils avaient tenu, ils avaient fait leur devoir. Le sultan était sauf, mais ils avaient été testés comme jamais auparavant. Ils avaient vu à quoi ressemblait le désespoir. Ils avaient senti ce que signifiait affronter un homme qui n'avait plus rien à perdre. Mehmed donna des ordres. Réorganiser le camp, soigner les blessés, brûler les morts selon les rites islamiques, récupérer ce qui peut être récupéré, enterrer ce qui ne peut pas, et se préparer à continuer la campagne. C'était un revers, pas une défaite. L'invasion continuerait. Mais tous dans ce camp connaissaient la vérité. L'armée imparable avait été arrêtée, au moins pour une nuit. Le conquérant avait saigné. L'Empire avait appris que même une force écrasante pouvait être défiée. Et quelque part dans les collines au-dessus, Vlad Dracula était toujours libre, toujours dangereux, toujours observant, toujours attendant une autre chance. Le camp ottoman se reforma lentement au cours des jours suivants. Des équipes d'enterrement travaillèrent de l'aube au crépuscule. Les ingénieurs réparèrent les chariots et dégagèrent les débris. Les commandants réorganisèrent les unités fracassées. Les hommes blessés furent soignés ou achevés par miséricorde si leurs blessures étaient au-delà de toute aide. Mehmed ne battit pas en retraite. Battre en retraite signifierait admettre la défaite, montrer de la faiblesse. Chaque œil en Europe observait cette campagne. Venise observait. La Hongrie observait. Le pape observait. Si le conquérant se retournait maintenant, ensanglanté par un prince mineur, sa réputation en souffrirait. D'autres vassaux pourraient se rebeller. D'autres royaumes pourraient penser que les Ottomans pouvaient être résistés. Alors Mehmed resta. Mais il ne poursuivit pas immédiatement Vlad non plus. L'armée était ébranlée. Le moral était bas. Les lignes d'approvisionnement étaient perturbées.
L'attaque avait détruit des semaines de provisions stockées. Les hommes étaient fatigués et effrayés. L'invasion devait faire une pause, se regrouper, récupérer. Vlad envoya des groupes de raids. Rien comme l'assaut nocturne, mais assez pour garder les Ottomans déséquilibrés. Petits groupes frappant éclaireurs et fourrageurs, embuscades sur les patrouilles, flèches des forêts, rappellent que la Valachie n'était pas conquise. Pas encore. Mais la position de Vlad était intenable, et il le savait. Il avait perdu trop d'hommes. Son armée avait été son seul véritable atout, et elle avait été saignée à blanc par des semaines de raids, et maintenant par la désastreuse attaque nocturne. Son pays était détruit, brûlé par ses propres ordres. Son trésor était vide. Ses boyards vacillaient. Certains commencèrent à chuchoter sur la reddition, sur la négociation, sur l'acceptation de Radu, le frère de Mehmed, comme prince. Vlad tint bon tout l'été, s'affaiblissant. Mehmed reprit finalement la campagne, plus prudemment maintenant. À l'automne, le soutien de Vlad s'était effondré. Les boyards l'abandonnèrent. Son armée fondit. Il s'enfuit en exil, échappant vers la Hongrie, laissant la Valachie à son frère et aux Ottomans. La principauté devint un État client ottoman. Radu régna comme prince vassal. Le tribut reprit. L'invasion fut techniquement un succès. Mehmed avait déposé un rebelle et installé une marionnette loyale. Mais tous ceux qui avaient été là, tous ceux qui avaient vécu cette campagne connaissaient la vérité. Ils avaient payé la Valachie en sang. Ils avaient été humiliés dans l'obscurité. Ils avaient appris que même les empires pouvaient saigner. Et pour une nuit, une terrible nuit sanglante, le dragon avait frappé au cœur d'un empire et était passé à quelques mètres de tuer l'homme le plus puissant du monde. Dans la vallée sous Targovisht, alors que le soleil montait plus haut le 18 juin et que la chaleur du jour commençait à pousser la puanteur de la mort à travers le camp en ruine, les soldats ottomans parlaient à voix basse du fou qui avait osé attaquer le sultan lui-même. Ils l'avaient arrêté. Ils avaient survécu. Mais ils n'oublieraient jamais l'heure où l'obscurité s'était animée de sabots et de cris, où le feu illuminait le ciel et le sang imbibait le sol, où ils avaient appris ce que signifiait affronter un homme qui avait tout misé sur un seul coup désespéré. La porte n'était pas tombée, mais elle avait été ébranlée jusqu'à ses fondations, et dans les collines au-delà, bien que vaincue et exilée, la légende du dragon avait été forgée dans le feu et l'obscurité. Une légende qui résonnerait à travers les siècles. Un nom qui ne serait jamais oublié. Vlad Dracula, l'empaleur, l'homme qui attaqua un empire et vécut pour raconter l'histoire.